Chères étudiantes et chers étudiants, avec la vidéo d'aujourd'hui, j'essayerai de formaliser pour vous, de façon très synthétique et claire, j'espère, quelques petites considérations historiques sur le processus de décolonisation. Je commence par une première considération. Les termes colonialisme et impérialisme expriment un rapport, pour ainsi dire, asymétrique entre deux pays, où le plus puissant soumet l'autre, et politiquement et économiquement, tout en justifiant les raisons de ce rapport à la lumière d'une mission, entre guillemets, humanitaire, civilisatrice, à la lumière également d'une action visant à moderniser. Or, à l'intérieur de cette relation, je répète, asymétrique, la puissance dominante se considère comme la représentante d'une race et d'une civilisation supérieure par rapport aux pays dominés. Et même si l'Europe entretenait depuis longtemps des relations commerciales avec l'Asie et l'Afrique, ces relations s'intensifient. Ces relations, pour ainsi dire, changent de nature au XIXe siècle. Je veux dire par là que l'expansion de puissance européenne a commencé bien avant l'année 1870, une date que vous connaissez bien parce qu'on l'a étudiée ensemble à l'université lors du premier semestre. Vous vous souvenez, l'achèvement de l'unification allemande, la fin du Second Empire, le début du système bismarckien. Eh bien, entre 1870 et 1900, on assiste à la diffusion, si vous voulez, à la propagation de la soi-disant fièvre coloniale. Car les puissances européennes passent le plus souvent par la conquête et non pas par la diplomatie. Ces mêmes puissances se partagent la plupart du continent africain, ainsi qu'une partie considérable de l'Asie. Parmi les causes de cette expansion, pour faire vraiment simple, il y a, à l'exception de la France, la question de la forte croissance démographique qu'on a largement traitée en cours lors du premier semestre. Il y a, deuxième cause, le contrôle des matières premières indispensables pour le développement industriel. Et troisième cause, il y a la recherche des puissances européennes à se constituer un marché privilégié pour écouler une partie de leur production. Mais il faut considérer en outre qu'une doctrine s'impose à la fin du siècle XIX. Une doctrine liée à l'affirmation des nationalismes et aux tensions entre les pays européens. C'est la doctrine impérialiste qui affirme la nécessité pour un pays d'étendre politiquement sa domination sur un autre pays. Des causes culturelles en même temps sont mises en avant, que j'ai déjà évoquées très très rapidement, c'est-à-dire l'idée d'une inégalité des races, l'idée qu'aux Européens appartient de contribuer au développement des autres zones du monde considérées étrangères au processus de modernisation connu en Europe. Pour résumer de façon encore plus simple, colonialisme et impérialisme expriment donc un rapport de domination à la fois politique et économique, ainsi qu'une tension idéologique plus ou moins déclarée, selon laquelle il existe un droit de domination du meilleur sur le pire. Eh bien, la phase historique précise du colonialisme que l'on définit impérialisme
présente des caractéristiques particulières, présente des protagonistes, des systèmes spécifiques, et elle va de pair avec le développement des pays occidentaux, notamment la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, et après les États-Unis et le Japon, pays dont le capitalisme industriel atteint un niveau, pour ainsi dire, de maturité. Dans ces pays, en fait, on assiste à la création des grandes concentrations des entreprises qui dominent le marché et dont les propriétaires ne sont plus strictement les entrepreneurs, mais les grands groupes, les banques et les actionnaires. Et leur dimension, jour après jour plus importante, autant que leur force économique et productive, crée la nécessité d'élargir l'espace du marché et amène les pouvoirs à les seconder. Et c'est là à cause d'une concurrence effrénée, tantôt au niveau économique, tantôt au niveau politique. Ainsi, les grands groupes industriels et financiers, les gouvernements nationaux, les corps diplomatiques et les forces armées marchent unis, marchent compacts vers la conquête militaire et commerciale de plusieurs zones différentes de la planète. Or, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation débute. Un nombre important de pays, depuis plusieurs siècles soumis à la domination des puissances du vieux continent, vont obtenir leur indépendance nationale. Et l'espace de ce processus d'indépendance est celui de l'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Le temps, je vous donne des bornes chronologiques, on part dès 1945 pour arriver aux années 1960. Dans cette période, les empires coloniaux des pays de l'Europe occidentale s'effondrent et des nouveaux États indépendants s'affirment. Il est nécessaire de faire encore un petit pas en arrière, en revenant à l'issue de la Première Guerre mondiale. Eh bien, il faut tenir compte du fait que les deux empires coloniaux, l'empire allemand et l'empire ottoman, sont vaincus et démembrés. En outre, à partir de cette transition, dans plusieurs colonies, on assiste au développement de mouvements politiques nationalistes qui demandent pour leur pays une plus large autonomie ou ils demandent directement l'indépendance. Pour rester encore dans l'entre-deux-guerres, à cause de la crise de 1929, qu'on a étudiée ensemble, les prix des matières premières exportées par les pays coloniaux sur les marchés internationaux chutent beaucoup plus brusquement que ceux des produits finis importés par les pays les plus développés. Vous comprenez bien donc qu'il se produit une situation comme quoi les intérêts des puissances occidentales entrent en conflit avec les intérêts des colonies. C'est à partir de ce moment-là que les couches plus riches des colonies commencent à nier leur soutien aux dominateurs, même si ces premières formes d'opposition, parfois de lutte pour l'indépendance, concernent des groupes minoritaires. Or, la Seconde Guerre mondiale porte, comme dirais-je, porte un coup fatal à la domination coloniale européenne. En une vingtaine d'années, la carte politique du monde est bouleversée. Les grands empires coloniaux laissent la place à des nouveaux et nombreux États, et c'est l'Asie qui ouvre un vaste processus de décolonisation qui se poursuit en Afrique et qui conduit à l'émergence d'un nouvel acteur sur la scène internationale dont on va s'occuper tout de suite, c'est-à-dire le tiers-monde. Et quelles sont les raisons, les principales, de ce processus, toujours pour synthétiser.
Après 1945, les pays de l'Europe occidentale sont épuisés. Il est clair qu'ils ne disposent plus de la force d'auparavant pour pouvoir maintenir un contrôle, comme dirais-je, solide sur ses propres colonies. En outre, les deux superpuissances vainqueurs du conflit, les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, ne sont pas favorables à que les empires coloniaux survivent. Je veux dire par là que ces deux superpuissances sont décidées à imposer leur propre hégémonie sur des vastes territoires, mais en même temps, elles n'ont pas l'intention d'utiliser les instruments du vieux colonialisme, c'est-à-dire l'occupation politique et militaire et la domination politique directe. Voilà, donc je vous les ai présentés de façon extrêmement synthétique. Voilà les prémices qui mènent à la décolonisation. Certains pays obtiennent l'indépendance à travers des négociations avec l'ancienne métropole, d'autres doivent s'engager dans de longues luttes pour l'affirmation de son propre droit à la liberté. Pour synthétiser encore les événements au maximum, je le fais forcément de façon pour ainsi dire brutale, car les voies et les temporalités de ce processus sont bien diverses et complexes. Donc pour synthétiser encore, on peut dire que la décolonisation connaît trois grandes phases. La phase qui concerne l'Inde, le Pakistan et le Moyen-Orient en 1947. La deuxième qui intéresse une bonne partie du continent africain dans les années 1960, c'est la décolonisation, pour ainsi dire, guidée par l'ONU. Et la troisième phase qui concerne l'Indochine et les territoires africains sous domination portugaise pendant les années 1970. Et à l'issue des guerres de libération, je pense à l'Angola, à Mozambique, et d'une série d'implications internationales. Et là, je fais référence au Vietnam. C'est finalement l'attitude des puissances coloniales à faire la différence. Si les Français, par exemple, afin de conserver leur propre domination sur l'Indochine et sur l'Algérie, sont prêts d'un côté à déclencher des guerres, de l'autre côté, les Anglais interviennent militairement dans certaines colonies, telles que, par exemple, le Kenya, pour écraser le mouvement indépendantiste de Mau Mau. Toutefois, dans la plupart des cas, les Anglais essayent de trouver des formes de négociation, en choisissant d'accorder l'indépendance de façon, entre guillemets, pacifique, puisqu'ils sont persuadés que, de cette manière, ils pourraient maintenir avec les anciennes colonies des rapports commerciaux privilégiés. En fait, les colonies qui doivent affronter des longues luttes armées pour arriver à l'indépendance sont surtout les colonies qui disposent des grandes richesses, ainsi que de nombreuses communautés de colonisateurs visant à maintenir les populations locaux dans des conditions d'infériorité. Parmi les causes de la décolonisation, il faut considérer les changements des équilibres internationaux, la montée en puissance des nouvelles classes dirigeantes locales et des mouvements politiques indépendantistes. En ce qui concerne le premier point, je reviens à un passage rapidement évoqué tout à l'heure, force est de constater que la Deuxième Guerre mondiale a poussé sur le devant de la scène les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, qui profitent, toutes les deux, du déclin économique et politique des puissances européennes qui ne sont plus en mesure de satisfaire leurs ambitions internationales. Il y a même ceux qui estiment, vous trouverez des références dans la bibliographie, que la décolonisation ne s'est pas achevée suite au processus d'indépendance soi-disant formel. Les partisans des théories du sous-développement dénoncent, par exemple, des nouvelles formes de colonisation à la fois politiques et économiques. Je veux dire par là que
D'abord la guerre froide, et puis les politiques de non-développement des pays du nord du monde vers les pays du sud du monde viseraient à maintenir ce dernier, le sud du monde, dans une condition de subordination, c'est-à-dire de l'enfermer dans la condition exclusive de fournisseur de matières premières pour l'industrie occidentale. Et cette forme de dépendance est maintenue, même d'un point de vue politique, à travers le soutien garanti aux groupes de pouvoir internes, n'importe si démocratiques ou autoritaires, ou plus ou moins corrompus, groupes de pouvoir internes qui offrent des garanties à l'Occident. On comprend donc qu'une fois obtenue l'indépendance, les anciennes colonies doivent se mesurer avec un nombre important de problèmes, des problèmes graves. Pendant des siècles, leur économie en colonie avait pu se développer en tenant compte des intérêts des dominateurs et non pas des exigences des populations locales. Les colonies fournissaient les denrées agricoles et les matières premières dont les puissances occidentales nécessitaient pour faire marcher leurs industries. Une situation qu'en quelque mesure va se reproduire au lendemain de l'indépendance, car les anciennes colonies achètent aux grandes puissances et, attention, à des prix élevés, les produits finis. Le problème, c'est que chez les pays sortis de la colonisation, il y avait un besoin très important de connaissances techniques pour exploiter les richesses locales au profit du pays. Et il fallait de ressources, de l'argent pour démarrer la production industrielle. Dans les pays ayant obtenu l'indépendance de manière, on a dit entre guillemets, pacifique, les gouvernements occidentaux œuvrent pour confier le pouvoir dans les mains d'acteurs politiques disposés à collaborer avec les anciens colonisateurs. En outre, ces mêmes gouvernements occidentaux offrent des aides économiques à condition que leurs ressources continuent à être exportées à des prix avantageux vers le métropole. Je veux dire, en fin de compte, que même s'ils ont obtenu l'indépendance de manière pacifique, la plupart de ces États de nouvelle formation restent soumis aux anciens dominateurs. Il s'agit d'une nouvelle forme de soumission, une forme principalement économique et que l'on appelle néocolonialisme. On parle d'économie, mais encore, au lendemain de l'indépendance, les problèmes plus proprement politiques continuent à se manifester, spécialement en Afrique où les frontières entre les États sont des frontières bel et bien artificielles. Ce sont les colonisateurs à les avoir tracées au moment du partage du continent. Le résultat est que souvent, des groupes ethniques traditionnellement en guerre entre eux se retrouvent à vivre ensemble, tandis qu'un même peuple peut se retrouver d'un coup séparé par une ligne de frontière. Par conséquent, tout cela a déterminé la montée des tensions souvent débouchées en guerre civile très sanglante. Dans bien des cas, les pays devenus autonomes choisissent la démocratie comme forme de gouvernement pour devenir, par exemple, des républiques parlementaires. Cependant, ces systèmes politiques montrent toute leur fragilité et sont souvent remplacés, voire effacés par des régimes autoritaires. Encore une date importante à retenir, l'année 1955. À Bandung, en Indonésie, une conférence internationale est organisée à laquelle participent 29 pays d'Asie et d'Afrique, pays depuis peu devenus indépendants. Ces pays qui veulent s'imposer comme nouveaux protagonistes de la scène politique internationale expriment une condamnation du colonialisme et du racisme et choisissent
le non-alignement, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas se positionner ni aux côtés des États-Unis, ni aux côtés de l'URSS. Ils revendiquent le droit de ne pas participer donc à la logique de deux blocs en opposition. Parmi les pays, leurs leaders réunis à Bandung, on peut évoquer Sukarno, président de la République indonésienne, Jawaharlal Nehru, Premier ministre indien, et Gamal Abdel Nasser, guide de l'Égypte. Pour définir ces pays non alignés, une expression a été inventée. Je l'ai évoqué tout à l'heure très rapidement. Il s'agit de l'expression tiers-monde, car ces pays, je répète, n'appartiennent ni au bloc occidental, ni au bloc communiste. La décolonisation, en fait, comme dirais-je, s'entrecroise avec l'opposition entre les deux superpuissances, lesquelles, à leur tour, regardent avec intérêt les nouveaux pays qui sont en train de se former. Et les deux superpuissances œuvrent pour les attirer dans leur propre zone d'influence, ou au moins pour éviter une leur possible entrée dans le camp opposé, dans le camp de l'adversaire. Et encore, les États-Unis et l'Union soviétique sont prêts à fournir des aides économiques à ces nouveaux États pour les convaincre à accepter leur tutelle. Pour conclure, la décolonisation marque une transition décisive dans l'histoire du monde au XXe siècle. De fait, ce processus aboutit à une émancipation politique et juridique de nouveaux pays. Cependant, ces États de nouvelle formation restent souvent enfermés dans une logique de dépendance de leurs anciennes métropoles. La question du développement économique représente donc la question, pour ainsi dire, cruciale pour ces nouveaux États, pour pouvoir se considérer véritablement indépendants. En fait, ils sont souvent pauvres, agricoles et touchés par l'explosion démographique. C'est pourquoi ces États, après l'indépendance, ont tenté, comme l'on vient de dire, de former un bloc non aligné. Mais dès la fin des années 1970, ces pays n'ont plus aucune unité économique. Ils restent faibles en raison de leur division et de la dépendance de leur économie.